Bien le bonjour, bande de poulpes. Bienvenue sur la chaîne de l'Abominable Gardien. Ce soir, nous allons jouer le second épisode, mais finalement pas le dernier. Je pensais le mettre en ligne d'un seul tenant, mais l'épisode a été assez long. Donc finalement, j'ai plutôt décidé de le couper en deux. Donc ce soir, c'est la deuxième partie, et la semaine prochaine, vendredi soir, à partir de 19-20 heures, ce sera la fin de La Fumée de Jade. Concernant le serpent à deux têtes, on risque de prendre du retard puisque nous sommes 5 maintenant à jouer, à prendre part à ces aventures. Nous avons tous des agendas bien remplis. Moi, typiquement, de mi-novembre à mi-décembre, je serai à l'étranger en reportage. Donc voilà, ça complexifie un peu les choses. Mais néanmoins, je vais essayer de vous proposer peut-être un scénario one-shot et également de mettre en ligne quelque chose sur lequel je travaille. C'est un épisode des coulisses du gardien sur le scénario The Hunting en 15-20 tips comment bien mener ce scénario. Voilà. En attendant, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, que vous allez bien vous amuser en notre compagnie et je vous dis à très bientôt. Mes chers amis, bonsoir. Très agréable de vous retrouver à nouveau. Et donc, nous allons nous retrouver aujourd'hui sur le port de South Boston. Donc, là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Il est minuit passé sur le quai de South Boston. Vous êtes près de l'entrepôt dans lequel se trouve l'opiumerie La Fumée de Jade. Vous venez à l'instant d'assommer le gardien et au moment où vous êtes en train de cacher le corps, en train de le tirer à l'angle de l'entrepôt, vous entendez des pas avancer en direction de l'entrée. Vous entendez des voix, 2 voix d'hommes. Les pas se rapprochent. Que faites-vous, rapidement? Il y a une porte ou quelque chose comme ça ou... La porte d'entrée se trouve au niveau de la lumière diffusée par l'enseigne La Fumée de Jade. Et juste là, à 4-5 mètres, après la porte, il y a l'angle du mur, c'est de là que vont arriver les 2 personnes. Peut-être d'une seconde à l'autre. Que faites-vous? Je me cache derrière les caisses qui sont ciblées. Ouais. Ok. Vous êtes en train de vous cacher. Faites s'il vous plaît un test de discrétion tous les 4. Oh, le lourdeau de pané. Bravo à Margaret et à Igor. Et Takeshi? Alors, à ce moment-là, Non. je vais utiliser 2 points de chance, si le gardien me le permet. Bien sûr, tous les 3. Vous parvenez comme ça à vous déplacer discrètement dans le renfoncement, juste à l'angle du mur. Vous êtes suivi par Hector, mais Hector donne un grand coup de pied dans une plaque de métal qui était posée par terre. Il y a beaucoup de plaques de métal rouillées qui sont là. Oh, saloperie! Voilà. En plus, tu pousses un cri, tu te tapes dedans, tu te blesses. Il y a 2 personnes qui sont en train de discuter. Ils sont là. On sait dire s'ils parlent notre langue ou... Alors, oui, vous les comprenez parfaitement, ils parlent en anglais. Ils se tournent brusquement en direction de l'endroit d'où vient le son. Ils se regardent, et le plus âgé des 2... Bon, Artus, ce doit être un chat ou quelque chose comme ça. C'est souvent très bruyant, ces entrepôts le soir. Bon, une fois de plus, là, vous les entendez. Hein. Une fois de plus, vraiment... Si tu ne veux pas rentrer dans cet endroit, je préférerais ne pas t'y emmener. Mais si, oncle Oliver, je veux goûter à ce plaisir. Tout le monde ne parle que de cet opium. Artus, j'ai accepté de t'accompagner parce que je veux te surveiller, mais ce n'est pas du tout une bonne chose. C'est un véritable... c'est dangereux. Tu peux très bien ne jamais t'enlacer et sombrer dans les plaisirs de la fumée. Mon oncle, de toute façon, je veux essayer. Très bien. Reste derrière moi. Ils s'approchent tous 2 de la porte. Vous voyez le plus âgé des 2, donc le plus âgé des 2, il ressemble à ceci. Voilà. Vous le voyez? Mhm. Voilà. Et le plus jeune des 2 ressemble à ceci. Un petit peu dandy, des personnes d'un certain rang, certainement de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie de Boston. Et donc le plus âgé baisse son chapeau et tape à la porte en métal. 2 fois, 3 fois, 3 fois. Vous entendez le Judas métallique grincer sur l'ouverture. Une petite voix fluette, le code, s'il vous plaît. Vous l'entendez. Vous remarquez
Oliver qui sort il déboutonne sa veste et il sort de son gilet, de sa petite poche, qui est la poche qui accueille normalement la montre à gousset. Il sort un petit objet qu'il présente. Et au moment où il le tourne, vous remarquez les reflets verdâtres sur ce qui semble être une amulette en jade. Et vous la reconnaissez. Il la range vite. Le Judas se ferme, bruyamment, et la porte métallique s'ouvre dans un bruit sourd. Au moment où la porte s'ouvre, vous voyez des volutes de fumée comme ça qui sortent, qui s'échappent, et la porte se referme dans un écho métallique. Derrière vous, vous entendez, juste à quelques pas, vous entendez le gardien que vous avez assommé qui commence à grommeler. Que faites-vous ? J'avais souvenir de lui avoir injecté du sédatif à l'animal. Ouais, mais il grogne. Ok. Ça l'empêche pas de grogner. L'amulette, on l'a toujours ? Je pose la question à mes compères. Alors, c'est le bon moment de se poser quelques questions. Évidemment, puisque à chaque fois, c'est un rituel auquel on déroge. On oublie de se dire le matériel que l'on a avec soi. Donc, on va considérer exceptionnellement que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais pour les prochaines fois, je serai peut-être plus dur sur la chose. Le porteur de l'amulette, je pense qu'il le sait. C'est Takeshi ? Pour le reste, dites-moi un petit peu ce que vous avez avec vous. Ça sera déterminant pour la suite. On va commencer par Margaret. En sachant que vous êtes tous préparés à donc une exploration nocturne d'un endroit particulier. Donc vous avez, j'imagine, organisé votre bagage, ce que vous emmenez avec vous, en fonction de cette exploration. J'ai mon pistolet, bien évidemment, puisque je l'ai utilisé déjà juste avant. Et je pense avoir emmené mon appareil photo malgré tout. Très bien. Rien d'autre. Mon étui à cigarettes, mes cigarettes, enfin... et une lampe. Très bien. Hector Panet. Plus de mon parapluie, les menottes, et puis mon petit nécessaire un petit peu d'investigateur. J'ai mon stylo, j'ai ma pipe dans son étui, et j'ai très certainement aussi embarqué une lampe ou quelque chose qui puisse nous faire de la lumière, en plus de mon briquet. Ça ne m'étonnerait pas que j'ai une corde peut-être autour de le ventre, de mon ventre, ce qui peut arriver, et j'ai très certainement de quoi faire 1 ou 2 repas. Vous avez précisé que vous aviez une corde, c'est bien cela ? Oui, ça pourrait faire partie des choses. Ok. Connaissant un petit peu mes camarades, je sais qu'il y a toujours qui partent toujours un petit peu à l'aventure. Bien sûr. Ne perds jamais une occasion. Hein. Ficeler un petit peu. Takeshi ? Alors, quant à moi, j'ai un pendentif en jade que je garde toujours avec moi. J'ai tout mon nécessaire d'artiste peintre, donc un carnet de croquis, une boîte aquarelle, une petite boîte d'aquarelle. J'ai mon tonique nerveux que je garde toujours sur moi. Et bien évidemment, je ne sors jamais sans ma canne japonaise. Et j'ai bien évidemment un petit revolver glissé quelque part à la ceinture en accès rapide. L'accessoirisation plus d'exploration, vous avez quelque chose ? Une torche ? Non. Non. Rien de plus pour moi. Le but étant peut-être je comptais passer un peu inaperçu et j'aurais eu peur éventuellement que quelque chose de trop comment on pourrait dire, hors de l'ordinaire, trop extraordinaire puisse attirer l'attention. Donc j'essaye d'être au plus Bien sûr. commun. Très bien. Nous finirons avec Igor. Alors moi j'ai ma montre à gousset, mon pendule, toujours sur moi, dans une trousse de médecin, avec tout le petit nécessaire qui va bien, seringue, etc. Peu de ficelle, scalpel. Et surtout en bandoulière, j'ai mon casque. C'est vrai, dans sa jolie... C'est comme une boîte à chapeau, mais en fait c'est plutôt une... Ouais, voilà. Ça Et je ressemble le un peu tiens comme une forme de bandoulière. Oui, normal, très... Voilà, côté pas- pratique. Pas du tout encombrant, enfin... Non, classique. Puis il pèse un bras aussi, hein, mais Mais il nous a servi. très juste. Très Ok, juste. vous êtes Alors j'ai armé ? aussi évidemment, j'ai mon petit Derringer là qui est rangé sur moi, et j'ai une petite lanterne là, une petite lampe avec tout ce qui est. J'ai un petit peu de ficelle aussi, enfin des choses comme ça, voilà.
petit peu de ficelle. Et Ok. oui, puis une outre où il y a de l'eau dedans. Très J'ai une bien. outre sur moi avec Très bien. de l'eau pour Une, soigner s'il y a besoin aussi, nettoyer. une Bref. loutre, donc. Très bien. Une loutre. Tout à fait. Je vais vous demander de me dire ce que vous faites maintenant. Et je pense qu'on va pouvoir entrer. Vous avez entendu le nombre de fois où ils ont tapé pour générer le code. Moi, j'ai noté, à vous de me confirmer, 2 fois, 3 fois, 3 fois. Et après, ils présentaient l'amulette. Ce serait peut-être opportun, si nous décidons de rentrer, de faire de cette manière. Avant d'entrer, il faut quand même que je vous mette en garde, messieurs. Parce qu'il y a quelques jours, autour de cet entrepôt, j'ai vu 2 hommes arriver en voiture et porter un sac dont malheureusement j'ai vu dépasser un bras. Et de ce sac est tombé ce pendentif. Donc je ressors le petit pendentif avec les initiales de... C'est Henri Armitage, il me semble. Tout à fait. Voilà. Donc Bien là, on joué. réagit forcément. On se dit qu'il aurait été kidnappé et peut-être, il serait peut-être à l'intérieur du bâtiment. Mais on y va alors. Comme c'est moi qui ai le pendentif, je pense qu'il est plus sage que je sois celui qui frappe à la porte, celui qui se présente, et je vous invite tous à venir derrière moi pour... voilà. Je vois que les 2 personnes précédentes, on leur a pas demandé les liens, les relations entre eux, peu importe, donc tant que quelqu'un a le mot de passe et le bon code, on dirait que ça suffit. Tu descends les petites marches métalliques. Il y en a 4-5, suivies de tes compagnons qui sont juste derrière toi dans les escaliers. À ta gauche et à ta droite, il y a 2 grands tigres sur leurs pattes, assis comme ça sur leurs pattes arrière. Ils sont nimbés de lumière verdâtre. La porte métallique est un petit peu rouillée. Tu vois effectivement, à hauteur d'homme, un Judas. Tu tapes 2 fois, 3 fois, 3 fois. C'est bien ce que tu fais. Vous entendez un grincement, celui du Judas, qui s'entrouvre. Et dans l'encadrement du Judas, tu découvres ce visage. C'est une femme asiatique. Elle porte un chignon impeccable avec, tu vois en fait une épingle en jade qui traverse son chignon. Elle est très belle, très élégante. Le code, messieurs, s'il vous plaît. Je fouille dans ma poche et je lui sors l'amulette de jade que j'ai sur moi. Merci. Tu entends le Judas se refermer et la porte s'entrouvrir. J'ai une petite question à vous poser, Igor. Vous êtes bien assuré que votre gardien était toujours assoupi et ce pour une longue période? Moi, un test de chance, s'il vous plaît. Par contre, ça me paraît beaucoup en chance, non? 99. Hein, oui, c'est beaucoup. C'est bien, vous avez de la chance. J'ai de la chance. Au début, ça tombe bien. Quand on commence une aventure, ça sera peut-être pas la même d'ici quelques sessions. Voilà. Donc c'est réussi. Donc c'est réussi. Donc tu considères effectivement qu'il est là pour faire un bon gros dodo pendant au moins 3-4 heures. Ouais, parce que j'avais quand même mis une petite dose de cheval. Très bien. On vous ouvre la porte. Et vous Non, apercevez non. cette silhouette très élégante. Vous la suivez de dos. Elle est gracieuse et elle vient se positionner derrière son comptoir. La porte se referme automatiquement et vous voilà dans l'espace d'accueil de la fumée de jade. C'est un espace qui est assez petit. Il est richement décoré. Il y a sur les murs des coffres en bois avec des sculptures chinoises. On voit des paysages, exactement le même genre de décor en stuc que vous pouvez trouver dans les restaurants, dans le restaurant asiatique. Des tapis recouvrent le sol et vous avez face à la porte d'entrée, vous avez un rideau en soie brodé qui semble donner accès aux autres pièces. Lorsque vous arrivez dans cet espace-là, tout de suite, vous êtes assommé par la chaleur, la torpeur et cette odeur très gourmande, très sucrée qui flotte dans l'air. Il y a une sorte de petite brume. Derrière vous, il y a comme des rangements, comme des casiers. On voit qu'il y a des chaussures qui sont posées et des chapeaux. Elle s'installe derrière son bureau. Elle incline la tête. Bienvenue. La fumée de jade vous attendait. Ici, vous laissez derrière vous le monde extérieur. Vos manteaux, vos armes visibles, vos préoccupations. Ici, à la fumée de jade, nous ne gardons que vos âmes et vos songes.
Mettez-vous donc à l'aise, messieurs, dames, et je vous demanderai de me suivre une fois que vous serez prêts. Juste derrière vous, il y a des casiers. Laissez-y vos effets personnels, et si vous le désirez, vous pouvez utiliser. Et là, elle vous montre du doigt un parterre le long du mur sur lequel sont disposés des kimonos. Si vous le voulez, vous pouvez utiliser ces kimonos pour vivre une expérience plus entière, plus immersive. Dites-moi lorsque vous êtes prêts. Il y a une petite musique qui est jouée sur certainement un gramophone qui vient jusqu'à vous, une petite musique un peu lancinante, un peu asiatique. Vous allez tous me faire, s'il vous plaît, des tests de constitution, puisque déjà l'atmosphère est un petit peu entêtante. Vous voyez les murs un petit peu vibrer. J'aimerais que vous me donniez vos résultats, parce que je ne vais pas les lire, si c'est des réussites ou si ce sont des échecs. Échec. Échec. Réussite. Hector Igor, très bien, vous avez raté votre test. Elle est installée derrière son bureau. Elle jette des petits regards furtifs, puisque elle pense que ça reste un peu intime, vous êtes peut-être en train de vous changer, etc. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de garder votre matériel avec vous, vos manteaux? Est-ce que vous décidez de rentrer comme ça? Il semble que ce n'était pas obligatoire de porter le kimono. Bon, moi, je pose ma veste, mon chapeau et mes chaussures et j'essaye de planquer un petit peu la lampe, la corde, tout ce bazar sous mon manteau. Mais je reste en chemise. Est-ce que tu emmènes cette corde ou tu la laisses là? Non, je n'emmène pas la corde, je vois pas trop comment la cacher. J'emmène par contre une boîte avec de la nourriture et puis ma pipe. Très bien. Ok. Question, tu as une arme, non? Oui. Non, je l'ai posée. Ok. J'ai essayé de montrer le chemin. Je suis pas sûr que... Je pense que tu as peut-être un petit couteau aussi. Qu'en fais-tu? Petit couteau, s'il est dans ma poche, je pense pas forcément le sortir. Ok, donc on va dire ce que tu as laissé, c'est ce que tu viens de me décrire. Et le ce reste qui sert à l'exploration et à éclairer. Très bien. Margaret, quant à toi? Eh bien, quant à moi, je vais essayer de garder mon pistolet. Je vais laisser mon manteau, mais le reste, j'essaie de le prendre. Ok. Chemisier, s'il y a possibilité. Les kimonos sont assez amples puisqu'ils sont, on va dire, de taille universelle. Donc, vous pouvez très bien imaginer, quand vous regardez les kimonos, vous pourriez cacher des choses en dessous. Alors, dans ce cas-là, je vais d'abord chercher le kimono, histoire de ne pas me promener entre les deux espaces. Bien. Alors, vous êtes dans le même espace. Vous êtes dans le même espace. On va dire que les kimonos se trouvent ici. Tout ce coin-là, de là, passant par le mur du fond et cet angle-là, ce sont des casiers et les kimonos sont rangés là. Voilà. Par ici. D'accord. Ok, d'accord. Takeshi? Alors, je suis déjà plus ou moins en kimono. C'est vrai. Celui-là, je vais garder le mien, bien évidemment. Très bien. Je vais quand même essayer de montrer de façon assez ostentatoire que voilà, mon revolver, je vais le déposer dans le casier, mais je vais garder avec moi ma canne. En m'appuyant bien dessus, en montrant que voilà, j'en ai quand même besoin pour marcher. Igor? Pas simple. Donc je retire veste, chaussures. Je me dirige pour aller récupérer un kimono pour me mettre par-dessus. Bien sûr. Je donne ma trousse de médecin qui est dedans. Et forcément, je me vois pas comment garder mon sac avec mon casque. Ça me paraît pas... Est-ce que tu veux être persuasif? Est-ce que tu veux inventer une histoire autour de cet accessoire? Ouais, mais j'aimerais bien, mais là, je l'ai pas. J'ai pas l'approche, en fait. Le lien qui pourrait me faire... Donc, je m'approche d'elle et je lui fais comprendre que... Ce matériel est extrêmement important pour moi parce que en tant que médecin j'ai besoin de ce genre d'outils et c'est extrêmement compliqué de me le laisser séparer et que ça n'augure aucun risque, j'imagine, pour rentrer avec une forme de casque, etc. dans ce bâtiment, et je lui demande son autorisation. Alors, je vais te demander de faire un test de persuasion. De baratin. Tu choisis la compétence qui est la plus forte chez toi, mais comme les effets de l'opium dans l'air t'affectent,
Tu titubes un peu et tu cherches tes mots et tu n'es pas très à l'aise pour exprimer. Donc tu vas le faire, comme si c'était moi, tu vas le jouer, tu vas essayer de me convaincre et on va voir comment ça se passe. Mais fais-moi un test de... Je mets un malus ou pas? Ouais, tu fais un dé malus. Oula. Ah bah il m'a pas aidé, hein. Purée, Non. j'avais 15. Bah attends, c'était le plus fort pour toi. Ouais, Ok. 40. À ce moment-là, je me rapproche du bureau, je la regarde droit dans les yeux et voilà, j'essaye de... Très subtil, mais j'essaye de lui faire un petit numéro de charme. Pour la distraire. Sûrement, Pour la distraire. oui, voilà. Sûrement une femme aussi intelligente que vous se doutera bien que voilà, mon ami essayait de faire comprendre que ce matériel vaut très cher et n'a pas grand intérêt pour quiconque n'est pas médecin. Et voilà. Je comprends, bien sûr, mais les règles de la maison sont plutôt strictes. Pourrais-je voir ce qu'il y a dans cette boîte? Bon, j'ouvre le sac et je lui fais voir en disant voilà, c'est un matériel médical extrêmement fragile et je ne peux me permettre de m'en séparer. Donc tu le poses sur le bureau et tu l'ouvres. Et quand tu révèles le contenu, tu vois qu'elle fait son expression qui jusque-là était absolument, tu vois, elle était justement inexpressive. Tu vois, ses yeux s'écarquillaient, puis elle esquisse un sourire comme ça. Ouais. Effectivement, j'ai pas vraiment l'impression que cet objet puisse être menaçant. Vous pouvez exceptionnellement le conserver si vous le voulez. De toute évidence, il ne s'agit pas d'une arme. Non. Vous êtes prêts, messieurs, dames? Oui. Suivez-moi. Et donc, elle s'avance. Elle est très, très maniérée, très délicate. Puis, elle fait des tout petits pas. Vous avez l'impression qu'elle glisse. Vous entendez juste les froissements en fait de la soie. Ouais. Et elle tire le voile, le rideau de soie, et elle se met sur le seuil. Et puis elle embrasse comme ça des bras, comme ça tout l'espace. Bienvenue à la fumée de jade. Veuillez vous installer, messieurs, dames. Lorsque vous rentrez sur votre... Alors, c'est une pièce qui est très enfumée. Il y a des couches. Et surtout, c'est une pièce qui est dans une lumière très tamisée. Elle n'est éclairée que par des petites lampes à opium qui sont sur des tables basses. Et donc, vous avez juste des petits points de lumière qui éclairent en fait les tables basses. Et vous apercevez dans un coin, à droite, les silhouettes des deux personnes que vous aviez vues à l'entrée. Et ils fument tous les deux en tirant de ce côté-là et en parlant doucement. Il y a une sorte de zone centrale où il y a 2 couches et également 2 couches sur le côté. Elle vous invite à vous installer sur ces 4 couches. En face de vous, il y a un homme qui est assis sur un petit tabouret. C'est un homme qui est assez impressionnant. Il semble garder la porte coulissante qui est juste derrière lui et qui semble donner accès à une autre pièce. Il porte comme une chapka ou une coiffe de hin et porte un kimono assez ample. Il est assis, les jambes un peu écartées, et il fait jouer entre ses mains ce qui semble être dans les éclats de lumière comme 2 petites étoiles métalliques. Lorsque vous rentrez, il lève les yeux vers vous et vous regarde fixement les uns après les autres. Il ne dit mot. Que faites-vous? Il ressemble à ça, je vous le montre quand même. Le voilà. Pas du tout sympathique. Bon, allons-y. Moi, je me dirige vers une des couches là et je vais pour m'asseoir et... Okay. Vous remarquez que votre ami Igor n'est pas au mieux de sa personne. Ouais, il titube un peu, tape dans la table basse sur laquelle en fait fumait la personne la plus âgée des deux, qui commence à grommeler et fait « Vous pouvez pas faire attention !» Oh, c'est rien! Et l'homme qui garde le sas se redresse et met les mains sur les hanches comme ça et te regarde fixement. Messieurs, profitez de ce moment. N'hésitez pas à actionner la petite cloche si vous avez besoin de quoi que ce soit. Juste à côté de vos couches, il y a des petites clochettes. Elle sort et tire le rideau derrière elle. Vous êtes donc installés comme ça. Faites-moi s'il vous plaît tous les 4 un test de constitution. L'air est très chargé en opium. Vous regardez un petit peu comment procèdent les autres, mais j'imagine que vous n'avez pas du tout l'intention de fumer quoi que ce soit. Moi, je ne sais pas. Je me sens super bien. On est là pour s'amuser. Donc, je prends la petite clochette et je dis... Ok. Elle revient.
Parce que j'ai fait 85, là je me sens super bien. T'as fait 31, non? Non, 85 sur 40, donc... T'es le baratin. T'as fait 31 en constitution, t'es bon. Ah mince, je regardais le résultat. Ah pardon. Parce que là j'étais parti pour... Je suis pété là. Mais si. En plus, tu aurais dû faire ce test de constitution avec un malus, mais c'est pas grave. Ah bah on peut le refaire. Oh, allez, vas-y, refais-le, parce que je pense que t'as envie de jouer ce roleplay, donc vas-y. Il a envie, oui. Allez, Il a envie. on va mettre de l'ambiance. Ah ouais, bah je suis complètement pété. Mais il est pas mal votre ami Igor, donc vous êtes un peu en train de le perdre. Tous les trois, vous dévisagez, puis votre regard se tourne vers Igor, et vous voyez se dessiner sur son visage une sorte de grand sourire béat, en même temps qu'il actionne la cloche. Et effectivement, très rapidement, l'hôtesse vient à tes côtés, t'installe, toi t'as un sourire béat comme ça, et met en place tout le processus de fumage. Et vous voyez Igor confortablement s'installer, oubliant très certainement la mission, et commencer à tirer tout en s'étouffant un petit peu, en toussant. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous. Oui. Prenez mon âme, ma chère. Et elle repart. Voilà. Et donc moi je m'affaire à ça Ok. pour le moment. L'homme en kimono se rassoit. Tous les trois, on oublie un petit peu Igor, tous les trois vous remarquez qu'il manipule des sortes de shurikens dans les mains. Et il joue avec. Margaret, de là où tu es, s'il te plaît, fais-moi un petit test de toc. C'est une belle réussite. C'est une belle réussite. Il y a un miroir qui te renvoie ce qu'il y a légèrement derrière le paravent nacré. Et tu vois, s'entretenir avec un autre homme, tu vois cette personne. Et cela te glace les sangs. Tu ne connais pas cette personne, mais se dégage de son visage une forme de noirceur absolument terrifiante. Il est là avec un jeune chinois, et tu vois subitement le paravent s'ouvrir, le jeune ce chinois-là sortir, et donc ça, vous le voyez tous, parler rapidement en mandarin. Fais-moi, s'il te plaît, Takeshi, un test de langue mandarin. Rapidement en mandarin, et tu vois les deux hommes partir rapidement vers l'extérieur et disparaître. Succès. Ok. Tu comprends qu'il y a un problème à l'extérieur, et que donc, les deux doivent sortir. Margaret, pendant ce temps-là, la personne que tu as vue juste auparavant a disparu de ton champ de vision. Essaye de regarder dans le miroir. Tu peux à peu près balayer du regard quasiment toute la pièce, et tu n'as plus l'impression de voir qui que ce soit. Vous entendez la porte métallique s'ouvrir à l'entrée et se fermer. Igor, fais-moi un test de chance, même si vous êtes complètement dans un piètre état. C'est réussi. C'est réussi. Vous aviez pris soin de bien camoufler le corps du gardien derrière le camion. Mais vous l'aviez bien camouflé. Que faites-vous, messieurs, dames? Moi je suis toujours en train de m'affairer à ma pipe pour le moment, à prendre du bon temps. Je regarde quand même un peu, un regard un peu distrait mes compères. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait pas se servir de ça, justement? Se servir de ton malheur, mon pauvre Igor? Si tu venais à te lever, à traverser la pièce, et que tu arrivais par ici, tu pourrais trébucher et t'accrocher au rideau, et on serait obligé de passer dans la pièce à côté pour venir te porter assistance. Là tu me le dis là? Est-ce que j'entends des voix? Oui, tu entends, oui. Alors, Takeshi. Bon. Comment te faire passer le message télépathiquement? Dans la pièce, vous n'êtes que tous les 6. Donc je pense que... Alors à ce moment-là, Igor, je te regarde, et puis je te fais signe. Puis je fais... Ok. Comme ça. Donc vous vous levez. donc vous vous levez et vous vous dirigez vers, j'imagine, vers la pièce d'à côté. Bon, moi, je me lève et bon, je me il rapproche. Trébuche. Margaret, voilà. Il te tombe un peu dessus. Pardon, voilà. désolé. Pardon, désolé. J'en profite. Je lui mets juste un bras, je lui saisis le bras et je lui glisse qu'il y a un homme dans la pièce d'à côté. Très bien.
Mais vas-y, donc on va... Bon, moi Mais en j'y fait, vais. Tu vas, hop, tu t'effondres, et dans la pièce d'à côté, Margaret, Et- toi aussi, puisqu'il a carrément fait tomber le rideau, il s'est accroché au rideau, le rideau s'est effondré, s'est arraché, tu vois qu'il n'y a personne dans la pièce. C'est un petit peu la même pièce en double, elle est juste plus raffinée. Vous avez l'impression que c'est une sorte de salon plus VIP. Il y a plus de décoration, il y a des bibelots. L'endroit est beaucoup plus agréable. Il y a des flasques d'alcool qui sont posées sur les tables basses. Et l'endroit semble beaucoup plus raffiné. Que faites-vous tous les quatre ? Je me précipite pour porter assistance à ce cher Igor. Très bien. Margaret, que faites-vous ? Je vais aller voir cette pièce qui m'intrigue. Très bien. Donc vas-y. Et quant à vous, Hector Panet ? J'avais peut-être dans l'idée de... C'est un rideau qui est devant, Ouais. par lequel ils sont sortis à cet endroit-là. Donc peut-être de mettre un petit peu entre le rideau et la pièce, si jamais quelqu'un venait à arriver, de faire gagner à mes camarades quelques minutes. Très bien. Parfait. Donc en fait, je m'installe face au rideau et je suis en train de manger, tout en jetant des coups d'œil pour voir un petit peu leur avancée. Dans cette pièce-là, les rideaux évitent en fait que la fumée se distribue de manière uniforme dans l'espace. Et donc dans cet endroit-là, comme il n'y avait personne qui fumait, l'air est un peu plus sain. Faites-moi s'il vous plaît, mon cher Igor, un petit test de constitution, s'il vous plaît. Ah là, ça marche. Ok. Tu es toujours un petit peu dans les vapes, mais tu reprends tes esprits. Tu redeviens à peine un petit peu plus lucide. Tu dégrises en quelque sorte. Vous êtes sur le seuil de la pièce et vous remarquez une console avec un joli vase Ming dessus, mais il n'y a personne dans la pièce, il n'y a pas de porte ni d'issue, et cela, Margaret, t'interpelle grandement. Mais je vais aller voir... pardon. Vas-y. Vas-y. Si j'ai vu dans quelle direction... de quel côté est parti l'homme. Tu l'as vu partir en diagonale, tu l'as vu partir vers là-bas. Il est sorti de ton champ de vision en allant vers le fond. Eh ben, je vais aller voir si je vois quelque chose au mur, une trace qui me permettrait de comprendre s'il y a une trappe ou un mur ou quelque chose de dérobé. Alors, tu l'as vu partir par ici, hein, Takeshi, Igor. Bien, pareil, je vais commencer à fouiller un petit peu la pièce rapidement. Ok. Voir si je trouve sous un lit une sorte de trappe ou Très bien. sur une commode un levier qui ouvrirait quelque chose. Alors, s'il vous plaît, tous les deux, Takeshi et Margaret, faites-moi des tests de TOC. Margaret, tu t'es rapproché de la commode. C'est ce que tu regardes ou tu regardes ailleurs ou tu regardes quoi en fait ? Alors, il y a un petit meuble entre la commode et le lit, c'est bien ça ? Ouais. C'est ça que je vais regarder. Avec un vase, un très joli vase Ming. Dites-moi juste si vous réussissez vos tests pour pas que je regarde à chaque fois les... C'est un échec, non, Takeshi ? C'est raté pour moi. C'est réussi pour moi. Oui, c'est même une grande réussite pour vous. Quand tu regardes la commode, tu vois effectivement le vase, et il y a une trace sur la commode, comme une trace d'usure ici, comme si un objet était glissé régulièrement par là. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais voir si le vase peut glisser là-dessus. Le vase est solidaire de la table. Si tu essaies de le soulever, ça marche pas. En revanche, si tu essaies de le glisser dans la direction des rails, j'ai l'impression que ça peut se faire, en fait. Je vais dire à ces messieurs, je pense que j'ai trouvé. Ok. Tu déplaces le vase et tu entends un mécanisme lointain, comme un cliquetis et un système d'engrenage qui se met en place. En même temps que tu déplaces le vase, il révèle en creux dans la console laquée un trou qui a la forme de l'amulette. Que fais-tu ? Je sors mon amulette et je regarde si la forme semble correspondre. Et si il correspond ça rentrerait. Parfaitement. Cette amulette trouvée devant votre maison à Arkham vient de déclencher un mécanisme lointain, discret, mais complètement net. Tu te pousses, Takeshi, car juste à côté de toi, la couche centrale se soulève lentement dans un sorte de bruit un peu feutré, révélant une trappe qui s'ouvre et tu vois une volée de marches qui descendent à 5-6 mètres en contrebas et qui finissent sur un sol de
de terre meuble. Il y a une sorte d'air frais mais nauséabond qui monte jusqu'à vous et qui vient, on va dire, jurer vos sens avec l'odeur sucrée, caramel un petit peu de l'opium. Ça va très vite tout ça. Que faites-vous, messieurs, dames? Je suis complètement stupéfait par l'ouverture, là. Je fais... Wow. Et ça paraît... on y voit le fond ou c'est... Oui, exactement ce que vous voyez. Ouais, comme Sauf que la hauteur, ça vous avez du mal à l'apercevoir là, c'est à peu près 5-6 mètres. Donc c'est des marches qui sont très abruptes, c'est un petit peu comme des marches de grenier en bois. Que faites-vous? Moi, je propose à mes camarades, on descend, non? On va regarder ce qui se passe. Ok. Et faire signe à Hector de nous rejoindre. Vous entendez la porte métallique qui s'ouvre et vous entendez de loin des voix en chinois parler de manière très agressive et très forte. Et vous entendez la voix de la femme qui essaye de temporiser le jeu. Que faites-vous? Vous avez 10 secondes. Moi, je les rejoins. Je descends. On n'a pas moyen de refermer le mécanisme, là. Peut-être. Vous avez toujours l'amulette de jade qui est posée dans le trou. Hein. Donc, écoute... alors descendez Takeshi. tous vite. Je remonte, moi, juste le temps de la récupérer. Tu te précipites... 9. C'est ça. 8. Allez. 7. Elle est là, elle les retient, ils arrivent. Qui est le dernier qui ferme la marche? C'est Takeshi. Fais-moi, s'il te plaît, un test de dextérité. Ah, Je vais utiliser 6 points de chance. En fait, ce qui se passe, c'est que tu attrapes l'amulette. Tu te jettes sur les premières marches. Tu vois la trappe au-dessus de toi qui est en train de redescendre et tu as juste le temps de voir l'Asiatique s'avancer. Au même moment, la couche se rabat sur toi. Tu devines que le vase est venu se repositionner à sa place. Et vous voilà, au bas. Vous entendez au-dessus de vous des voix en chinois qui parlent très fort, de manière très agressive. Vous êtes suspendus. Vous ne respirez plus. Vous êtes tous au fond de ce trou qui est humide, taillé dans la roche. C'est très confiné, c'est pas très large, ça doit faire 2 mètres de diamètre. Il y a une petite porte métallique assez basse dans la paroi opposée à l'entrée, ici. Au-dessus de cette petite porte, il y a un petit néon qui crépite. Vous n'êtes pas habitué au néon en 1924, pas du tout. Et vous êtes encore moins habitué à voir cette porte métallique complètement lisse, sur laquelle, à hauteur de taille, vous apercevez une sorte de petit boîtier avec un petit écran, un digicode. Vous êtes vraiment dubitatifs, tous les 4. Igor, qui est un petit peu dans un état second, moi, ça m'interpelle tout de suite. a du mal à cacher ses émotions. Faites-moi un test de discrétion quand même, tous les 4, parce que vous entendez au-dessus de vos têtes des gens qui savent faire. Raté pour moi. Raté pour toi. Discrétion. Est-ce que tu consommes de la chance, Igor? Là, il y a beaucoup, hein. Pour le coup, Margaret, vous avez pressenti, vous avez vu Igor s'apprêter à se prendre les pieds dans quelque chose et à déclencher un vacarme de tous les diables. Mais vous l'avez pressenti et vous avez fait quelque chose. Que faites-vous? Je lus tout simplement. Vous le retenez. Attention, vous. Vous sentez qu'il va soit trébucher, soit en tout cas qu'il risque de faire beaucoup de bruit. Fait. C'est une réussite. Et donc tu l'attrapes par le col et tu l'empêches de se vautrer. Et tu l'empêches de se vautrer. Et là, vous ne faites plus un bruit. Vous entendez au-dessus de vous les pas qui grincent sur le plancher. Vous entendez les pas qui s'éloignent. Vous êtes donc tous les 4 face à une porte métallique assez basse, avec une lumière de néon qui vibre, un néon cassé qui vibre et qui clignote, qui crée une sorte de lumière un peu stroboscopique, bleue, froide, bleutée, et un digicode. Moi, je peux métallique. pas. C'est hypnotique pour moi. Donc, Ok. Qu'est-ce que cela vous inspire tous les 3? On est en 1924, hein, les digicodes, ça n'existe pas. Vous avez des chiffres sur ce digicode. De 0 à 10. Enfin, de 0 à 9. Soit qui se trouve derrière cette porte, manifestement, quelqu'un cherche à le garder précieusement. Elle avait été ouverte. Est-ce que je me rappelle quand est-ce qu'a été ouverte la fumée de jade dans l'article? Tu as l'article avec toi dans ton carnet. 11 mars 1920. 11 mars 1920. C'est quelque chose, c'est une idée que tu exprimes tout haut? Oui. Voilà, donc. Ok. Et Takeshi te donne cette date.
1103, peut-être. Non, mais ça interpelle personne, le boîtier, là? Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que ça peut être? Comme je vous le disais, manifestement, quiconque a placé cette porte ici cherchait à regarder ce qui se trouve derrière, caché ou enfermé. Nous pouvons tenter peut-être de rentrer une date qui ferait peut-être office de code d'entrée dans cette machine bien étrange. Et nous devrions nous tenir sous nos gardes à partir du moment où nous allons passer le seuil de cette porte. Hector, on vous entend peu. Non, effectivement, je suis dubitatif. J'essayais déjà de regarder s'il y avait un moyen de bloquer la trappe par laquelle on est descendu, histoire peut-être de pas être rattrapé rapidement. Et comme mes camarades, cette porte et ce boîtier m'interpellent vraiment. Et j'ai une légère sueur froide à l'idée de ce que ça peut être, quelle diablerie, quel mécanisme. Ça dépasse tout ce qu'on aurait pu voir. Ça ne vous fait pas perdre les pédales, cependant. C'est pas... vous en avez vu d'autres. Mais vous êtes curieux aussi. C'est dans vos natures, à chacun, chacune d'entre vous. Donc, vous avez envie, quand même, d'en savoir plus, quoi, et d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, Margaret? Moi, je suis complètement fascinée. Donc déjà, je vais sortir mon carnet puis croquer un petit peu le... Mais votre intuition, qu'en faites-vous de cette intuition? Vous sentez quand même une forme d'urgence. Là, vous êtes là, tranquille, on papote, on regarde, on fait des petits dessins. Mais au-dessus de vous, il y a comme une tension. Il y a des gens qui, tôt ou tard, connaissent cet accès. Monsieur Igor, allez appuyer sur le petit boîtier. Fort volontiers. De toute façon, il faut bien qu'on se dépêche. Qu'est-ce que vous allez saisir? Peut-être honneur, Margaret. Ah, Margaret, mais bien sûr. C'est votre idée aussi. Mais bien sûr. On a dit c'est 4 chiffres. Ah non, on n'a rien dit. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Eh ben, je vais essayer de pianoter le 1103-20. Ils utilisent le système européen de notation des dates. C'est ce que j'étais en train de me dire. Petite réflexion d'Hector Panet. Belle intuition, Margaret, vous pouvez quand même l'applaudir. Claire, bravo. Je sais pas comment t'as fait, mais... Elle a vu la vidéo. Mais non. 11-03-1920, bien joué. La porte s'est ouverte dans un bruit hydraulique. Et elle a glissé. Elle a glissé dans la paroi. Et elle révèle un étroit couloir, taillé dans la pierre. En face de vous, il y a... Vous ne cachez pas. Un homme. Margaret, tu le reconnais, c'est celui qui était près de la caisse quand tu étais caché sur le port. Mais il est assoupi sur un tabouret devant une autre porte. Lorsque vous ouvrez la porte, il y a des odeurs. Il y a des odeurs de moisissure, de salpêtre. Mais il y a également une odeur forte d'alcool. Et vous remarquez à ses pieds, dans la lumière d'une petite lampe murale, qui grésille également, vous remarquez à ses pieds une bouteille d'un alcool, certainement, renversée et vide. Il est là et il est complètement endormi. Le sol est dallé, des petites dalles fines qui rappellent un petit peu des écailles. Les murs sont taillés dans la pierre, dans cette zone-là. Et il y a donc 2 ou 3 lumières de néon qui illuminent d'une lumière fade et glauque cet espace qui reste quand même tamisé. Vous l'entendez ronfler de là où vous êtes. Que faites-vous? Enlevez pas ma corde. Vous pouvez peut-être déjà l'assommer. Dans un premier temps, ça me semble déjà pas mal. Avec le pommeau de ma canne, je vais essayer de me rapprocher discrètement et lui asséner un grand coup sur le dessus du crâne avec le pommeau de ma canne. Il ronfle, tu l'entends qu'il souffle un peu comme ça. Tu te rapproches, il se retourne un petit peu et il présente son crâne. Il est comme ça, il se recroqueville un petit peu contre le mur, contre la paroi de métallique. Tu fais tournoyer ta canne et il lui assène un grand coup. Il s'affaisse subitement dans un craquement, tu sens l'os qui craque en fait, et il roule par terre en faisant rouler également sa bouteille. Il y a une forte odeur d'urine aussi. Lorsque tu t'es approché de la porte et de l'homme, automatiquement, la porte a coulissé et a révélé un couloir. Un couloir plongé dans l'obscurité. Il y a juste sur les parois, en bas-relief, des choses qui ont été gravées, sculptées, et qui poussent une petite lumière verdâtre. Il y a au sol 4 dalles qui également s'illuminent. Et au fond, il y a
une lumière diffuse verdâtre qui finalement éclaire en contre-jour l'intérieur du goulot qui est assez... qui doit faire à peu près 1,80 m de haut pour 1,80 m de large. C'est un goulot assez étroit et pas très haut. Sur votre gauche, il y a une porte qui, elle, est fermée et qui reste fermée. Que faites-vous? Déjà, dans un premier temps, je compte fouiller ce monsieur, Très bien. Sur lui, voir ce qu'il a sur lui, et surtout si je trouve par exemple quelque chose qui me permettrait de le ligoter, comme une ceinture. il a, pour tenir son kimono, il a effectivement une ceinture de corde tressée, noire. Il a un kimono noir. Il est tout en noir, lui. Et il porte à la taille une petite machette. Voilà. Il n'a pas d'autre arme. La porte a coulissé dans l'autre sens, dans un bruit, une fois de plus, hydraulique, et s'est refermée. Moi, ça me laisse sans voix, tout ça. Je prends sa machette, je défais la ceinture et je le ligote solidement, les mains dans le dos. Vous avez à gauche donc une porte un petit peu plus métallique, un petit peu plus basse, avec un petit digicode également, juste là, sur votre gauche. Elle est dans l'obscurité, il y a juste une petite lumière au-dessus du digicode qui éclaire le digicode. Que faites-vous? Les symboles là, qui sont au sol, qu'on voit dans le couloir, c'est plutôt des sortes de plaques ou c'est juste des choses gravées? Est-ce que tu as l'impression si on marche dessus, il se passe quelque chose? Ce sont des choses gravées. Mais maintenant que la porte s'est refermée, vous ne les voyez plus. Ah. Oui, la porte s'est refermée. Okay. T'as pu essayer de le retaper, voir si la porte s'ouvre encore? Ça paraît trop facile. Ce pauvre homme, ligoté au sol. Oui, écoutez, il sentira rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez retenter je lui mets le code? un petit coup de canne comme ça, j'essaye de le... De le quoi? De le réveiller? Le secouer, peut-être le rapprocher un peu de la porte, voir si c'était quelque chose comme... Non, mais ton simple mouvement, et ça aussi, ça vous interpelle, la porte s'ouvre à nouveau. vous êtes un petit peu déplacé, vous êtes agité, la porte s'est réouverte. Vous regardez, vous comprenez pas en fait ce qui est en train de se passer là. Que faites-vous? C'est hallucinant. Mais moi je propose qu'on avance. Eh ben oui, entrons. Vous avancez dans le couloir. Mais lequel? De façon celui où il y a les symboles pour moi. Ok. Oui. Alors. De façon prudente. Alors de façon prudente. Ok, donc tu t'avances, Igor, tu passes devant Takeshi. Ouais, voilà, et puis. Et tu viens sur le pas de porte. Exactement. Monsieur Kerensky. De là où tu es, tu vois un peu en hauteur, tu vois 4 dalles circulaires, et chacune dispose d'une gravure différente. Il y en a 4. Chaque gravure, successivement, comme un effet de vague, s'éclaire d'une lumière verdâtre, qui éclaire comme ça, de manière pulsatile, l'intégralité du conduit dans lequel vous vous trouvez. Sur les murs, vous vous attardez un petit peu, mon cher Igor, vous regardez à droite à gauche, et vous apercevez ceci, puisque vous êtes le premier, hein, vous apercevez ceci. Oh. Vous apercevez des fresques guerrières, avec des serpents, et des hommes qui ont l'air d'être des hommes serpents, qui luttent avec des humains, mais d'un autre temps. Clairement, on est en Asie. Il y a également des idéogrammes qui sont gravés dans la pierre et qui encerclent 4 motifs qui sont ceux que vous retrouvez sur les dallages. Je pense qu'on appelle ça des kanji. Hein. Ces kanji... Je sais pas ça. Je parle pas des glyphes, je parle des kanji. Takeshi, vous vous rapprochez, j'imagine aussi. Vous pensez que vous êtes peut-être en capacité de les traduire. J'essaye. Vous avez fait mandarin deuxième langue et... évidemment, parce que c'est pas votre culture. Faites-le, s'il vous plaît, sur un test de mandarin. Ok. Le couloir s'éclaire comme ça, par vagues. Le relief des kanji qui se dessine, et puis ça disparaît, puis ça se dessine à nouveau. Et donc, tu es là, tu te concentres, et tu lis ceci. Tu fronces les sourcils, tu déchiffres, et tu comprends. Le père serpent rampe dans la poussière, souffle son venin sur la flamme, mais fuit toujours le ciel. Voilà. Oui. J'avais tarte aux pommes. Vous étiez un peu meilleur que moi. Étiez toujours mauvais élève. Vous ne suiviez pas. Vous étiez un petit peu dissipé. Oui, et puis les profs en Belgique sont peut-être pas aussi efficaces. Juste que je me souvienne bien, Père Serpent rampe dans la poussière. Souffle son venin sur la flamme, mais fuit toujours le ciel.
Le père serpent rampe dans la poussière, souffle son venin sur la flamme et fuit toujours le ciel. Il y a 4 glyphes. Est-ce que ces glyphes, vous les connaissez? Vous les avez déjà vus? Là, ma mémoire elle me fait défaut. Hein. Hector Panet et Margaret Peacock, vous avez fait un petit peu de symbolique, peut-être de l'archéo, enfin disons que c'est peut-être des choses qui vous parlent. T'as pas les 4 éléments? Si, nous y sommes. Ils sont Je sais pas si Hector le sait, mais... Ah, on va dire que tu incarnes Hector, donc ce que tu sais, il le sait. Effectivement, ce sont les 4 éléments. Ils sont assez faciles à déduire. Et à gauche, c'est la terre. Le ciel, ce serait celui en haut. Si on se base sur le trait horizontal comme étant la terre, par contre, l'air, il reste quoi? Le feu et l'eau. Qu'est-ce que le feu, ce serait le triangle vers le haut ou vers le bas, ça là. Je pense que vous y êtes, et le feu, c'est plutôt le triangle vers le haut. Et l'eau, c'est vers le bas. J'aurais dit, mais... Bah, si vous l'avez bien dit. Je suis tout satisfait de moi quand je leur donne cette explication. Ouais, vous pouvez. Vous voyez, c'était enfantin. Alors, redites-moi un petit peu, parce que votre texte parle aussi des éléments de la nature, monsieur Takeshi. Le serpent, poussière, flamme... Père serpent rampe dans la poussière, souffle son venin sur la flamme, mais fuit toujours le ciel. La poussière toujours le serait donc ciel. la terre, la flamme, le feu, le ciel, l'air. Il ne reste Rien à que propos de l'eau. Rien à propos de l'eau. La première, c'est le triangle vers le bas. C'est l'eau. La première dalle. La deuxième dalle, c'est celle qui représente la terre. La troisième dalle, en distance avec vous, c'est celle qui représente le feu. Et la quatrième dalle, c'est celle qui représente l'air. D'accord, oui. Les symboles sur l'image sur la map ont rien à voir. Pas bons. L'eau, c'est le premier, le deuxième, c'est la terre, le troisième, c'est le feu, et le quatrième, c'est l'air. Voilà. Vas-y. J'ai une question. Est-ce qu'il est possible d'enjamber une dalle sans marcher dessus? Tu peux pas passer entre les dalles si c'est la question. D'accord. Donc on est obligé de passer... Si je saute par-dessus, si je passe par-dessus la première dalle, j'atterris forcément sur la deuxième. Tu sautes. Si tu sautes la première dalle, tu atterris forcément sur la deuxième. Mais tu peux aussi sauter 2 dalles à la fois en prenant ton élan. Les distances sont pas très grandes, c'est pas... tu fais pas... Si tu sautes 2 dalles, tu fais pas un bond de 5 mètres, tu fais un bond de 2 mètres et quelques. La seule chose qui est sûre, c'est que tu peux pas enjamber les 4 dalles. Tu peux pas enjamber 3 dalles. Tu peux enjamber 2 dalles. Assez facilement. Les dalles, on a l'impression qu'elles s'enfonceraient dans le sol si on marche dessus. C'est ce qui vous vient à l'esprit. Comme un mécanisme. Comme un mécanisme. C'est ce qui vous vient à l'esprit. Effectivement. Il n'y a pas d'autres inscriptions Il y a d'autres scènes de bataille qui doivent correspondre à d'autres moments d'une quelconque mythologie. Là où vous êtes, la seule chose que vous pouvez voir comme cartel gravé dans la roche, c'est celui-ci sur votre gauche. Est-ce que si on s'inspire des glyphes et du texte, est-ce qu'il faudrait ramper? Alors, la première case représente l'eau. Si on arrivait à verser un peu d'eau dessus, peut-être. La deuxième, ramper sur la deuxième dalle. Il faudrait éviter, en tout cas, la dernière, l'air, puisque Père Serpent fuit toujours le ciel. Et qu'est-ce qu'on fait de la flamme? En fait, est-ce que vous pouvez me faire des tests d'intelligence avec le bonus? Alors pour vous, bien sûr, avec un bonus. Réussi. Ok. Réussi. Oh mais... Margaret, vous en êtes où, vous? Pardon, j'ai réussi également. Très bien, vous avez réussi. Donc vous êtes là tous les 4 à vous questionner sur la marche à suivre pour certainement aller au-delà. Margaret, vous avez fait 12 en intelligence. Tout à fait. Et moi je suis encore sur le tarte aux pommes, j'essaye de comprendre comment s'articulent les différents... Non mais vous avez fait 5, non? Je ne me trompe pas. 85. Ah, vous avez fait 85, c'était le test d'avant. Ouais, j'ai déconnecté là. Vous êtes un petit peu d'intelligence inégale. Il avait tout donné avant. J'ai tout donné. Il a tout donné. Je m'essuie la tête avec mon mouchoir... dans le tarte. Donc, Margaret, quand tu relis, quand tu écoutes, t'as cette voix de Takeshi qui résonne avec ces mots comme ça qui s'impriment, et tu comprends que l'eau, il n'en est pas question en fait. L'eau n'est pas mentionnée, elle n'existe pas.
Ramper dans la poussière, ça veut dire qu'en fait, le serpent rampe dans la poussière. C'est son milieu, c'est son élément. C'est son élément. En revanche, il souffle son venin sur la flamme, puisque la flamme est une menace pour lui. Ce n'est pas une bonne chose. Et encore plus que la flamme, il craint le ciel. Voilà, la menace du ciel, les prédateurs, les rapaces, etc., qui peuvent fondre sur lui. Donc pour toi, tu comprends que le seul espace dans lequel le serpent se sent chez lui, c'est la terre. Voilà. Et tu en conclus ce que tu en conclus. Peut-être que la seule dalle à activer serait la terre, de ce fait. De ce fait. C'est un pari osé. C'est un pari risqué. Allez-y, monsieur Takeshi. D'ordinaire, vous incitez plutôt Igor. Oui, mais j'ai encore les effets, C'est moi. votre bouc émissaire, Igor. là, ça demande de sauter, et je suis pas persuadé que monsieur Kerensky... Déjà, je suis pas sûr qu'il... De mon point de vue, je suis pas sûr qu'il ait bien compris déjà ce qu'on vient de dire. Et que, en plus, je ne le vois pas forcément sauter de manière très agile. Oui, c'est vrai qu'il a encore il a encore quelques effets de l'opium. Il est un peu grisé encore un petit peu. Ce sourire bienheureux. C'est vrai. Mais une fois de plus, les distances ne sont pas très importantes. Le saut principal, un petit peu ambitieux, un petit peu olympien, et le saut, on va dire, serait le saut des troisième et quatrième dalles. Pour le coup, je vous demanderai de faire un test de saut. Pour le premier, je vous demanderai pas de faire un test de saut. Si vous choisissez cette stratégie proposée par Margaret, je vous demanderai de faire un test de saut que à partir de la dalle de la terre. Ah, la porte s'est refermée. Kerensky, vous allez bien? Toujours très bien. Toujours très très bien. Alors, qui s'y colle sur le... Oh, c'est monsieur Takeshi, hein. Ah, monsieur Takeshi, donc je vous laisse aller sur la dalle. Vous voulez suivre ce projet ou pas? Ok. Je ne me laisse pas démonter. Faites-moi un petit test de saut, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire avec un bonus. Allez. Et ouais. Très bien. Oui. Il prend son envol et vous le voyez atterrir de dos comme ça, bien crampé sur ses deux jambes. Rien ne s'est déclenché. Devant toi, il y a une sorte de bassin dans lequel tu vois nager des serpents en surface. Tu vois qu'il y a des serpents en surface. L'eau est verte, elle pulse, et tu vois des serpents corail qui nagent à la surface. Il y a une petite margelle tout le long qui te permet de faire le tour. Et tu vois qu'à l'extrémité, il y a une autre porte métallique. Tu devines également des sculptures qui mêlent à la fois, tout autour de toi, à la fois des serpents et également des tentacules. Tu entends siffler, tu entends le bruit de l'eau, le clapot comme ça sur les parois. Et tu vois également les réflexions de l'eau. Donc toute cette pièce-là est un petit peu brillante et luminescente. Messieurs, dames, à vous de jouer. Ben, je m'avance. Est-ce que je peux leur donner un coup de main en me tenant par exemple pas très loin de l'arrivée et en les réceptionnant pour m'assurer qu'ils ne repartent pas à la renverse sur une dalle ou... Très bien, vous pouvez le faire. On pourrait imaginer que vous vous tenez prêt. Eh ben, moi j'essaye. Et puis je vais essayer de prendre appui sur mon parapluie si je peux pour Très bien. pour m'élancer. Ah, bien joué. Ok, donc vous allez le faire pour le coup avec un petit test de bonus également, ce saut. Double. Oh là. Avec élégance, raffinement. Alors, vous voyez, tel un cabri, Hector Panet s'affranchir de la gravité et se soulever et flotter pour atterrir de l'autre côté, juste à côté de Takeshi. Je ne prends même pas la main de Takeshi. Non, il est abasourdi, Takeshi. Il n'en revient pas de cette agilité nouvelle. Allez. Ouais, pas de bonus pour vous, pour le coup. Vous êtes un petit peu grisé. Ben non. Mais j'imagine... Voilà. Oula. Est-ce que Takeshi, vous étiez toujours là sur le vif? Takeshi, faites-moi s'il vous plaît un test de dextérité. Ce qui va se passer, en gros, Igor, vous sautez, mais vous arrivez juste sur le bord de la margelle et vous êtes en déséquilibre. À ce moment-là, Takeshi vous attrape pour la deuxième fois. La première fois, c'était Margaret. La deuxième fois, c'est Takeshi qui vous attrape par le col et qui vous ramène vers lui. Mais c'est cohérent, je suis pas encore Ouais, c'est cohérent. remis. Hein. C'est cohérent, c'est cohérent. Vous pouvez déjà aller sur la première, voilà. Oui. Un petit test avec bien entendu, vous êtes sportive avec un bonus et vous êtes en pleine capacité de vos moyens. Vous êtes la plus jeune de la bande. Oui. Agile,
Très bien. On est bon ce soir. Ça passe. Vous vous retrouvez tous les quatre sur les bords de ce bassin, dans lesquels donc vous apercevez des serpents corail qui nagent comme ça, calmement, paisiblement. Dites-moi ce que vous voulez faire maintenant. Moi, j'essaie de regarder un peu tout ce qu'il y a autour, enfin, etc. Il y a des fresques gravées dans les murs, très très anciennes. Lorsque vous vous approchez, Takeshi, de la porte, celle-ci s'ouvre. Vous faites face à une grande salle circulaire, taillée dans la roche, très haute de plafond. Il y a de dos un homme en capuche noire, face à un puits. Et au-dessus de ce puits est suspendu quelqu'un que vous connaissez bien, suspendu par les pieds dans son kimono rouge. Vous apercevez Harvey. ce bon vieux Harvey, Harvey. qui, pour le coup, a une expression beaucoup moins arrogante. Tu m'étonnes. Harvey semble inconscient. Son visage coule du sang, est maculé de sang. Son kimono est en lambeaux. Il est à moitié nu, pendu par les pieds au-dessus d'un trou, d'un puits béant, entouré d'une margelle sur laquelle il y a des ossements et des projections de sang séché. Derrière Harvey, un immense cobra d'onyx, statue d'onyx, est dressé au-dessus. Sur sa tête plate, vous voyez gravé dans l'onyx également une sorte de couronne acérée. La statue est adossée à la paroi, qui est une sorte de coupole en fait, en arc de cercle. Lorsque la porte s'ouvre, le personnage qui est là se retourne et vous fait face. Il écarte sa toge et brandit en fait un flingue et 2 flingues. Et il vous met en joue. Ne bougez pas! Ne bougez pas ou je tire tout de suite! Que faites-vous, messieurs? Je sors ma pipe calmement, comme si je voulais... Arrêtez tout de suite! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est un jeune homme, et vous voyez un visage assez juvénile. Vous n'apercevez pas ses yeux, mais vous voyez un visage assez fin. Et vous voyez qu'il tremble. Monsieur, arrêtez tout de suite. Rangez votre pipe. Je ne supporterai pas de vous voir fumer la pipe. Tant qu'il papote, etc., moi je chausse mon casque. Ah oui, vous êtes derrière. Ouais, je suis derrière, moi. Takeshi, que faites-vous? Alors, je m'appuie, pareil, de façon encore un peu ostentatoire sur ma canne. Voilà, je suis presque un peu voûté, j'essaye de me rendre le moins impressionnant possible. Et rentrez, voilà. Rentrez sans faire un geste tous les deux, et rangez votre pipe. Rentrez. Venez par ici, venez dans la lumière. Ne bougez plus, n'avancez pas plus. N'avancez pas plus, restez en face de moi. Et donc il vous met en joue tous les deux comme ça. Non, ne bougez pas. Et là il se tourne vers toi, Hector, et tu sens qu'il s'apprête à tirer. Tu le sens vraiment là, tu sens qu'il va le faire maintenant. Que fais-tu? Recule d'un pas déjà. Ok, il se calme. Monsieur, rejoignez votre ami, ne bougez pas. Que faites-vous ici? Vous n'avez rien à faire ici. Pourquoi êtes-vous là? Qui vous a donné l'autorisation d'entrer? Comment êtes-vous rentré? Écoutez, mon jeune ami, ça m'a l'air d'être une très très belle statue que vous avez là-bas. On ne m'a pas prévenu de votre présence. Vous ne devez reculer. Qu'est-ce que vous faites? Grave, je suis bien content de ce que vous êtes en train de faire à Monsieur Knot, dites-moi. Il se retourne une fraction de seconde, comme ça il fait... Pendant qu'il se retourne, j'ai fait une déflagration mentale. Ok, fais-moi un test. Test de pouvoir. Et bien c'est réussi, et bien réussi. Et bien écoute, moi je rentre dans son esprit, et puis justement, je lui fais perdre la raison, et je fais en sorte qu'il soit complètement déraillé, et que ça laisse le temps certainement à mes compères de pouvoir... Il est là, il se touche les yeux, il lâche son arme, j'imagine. Il lâche son arme, il lâche ses 2 armes, donc il a deux flingues, oui, il lâche les armes, donc vous entendez les 2 flingues tomber sur le sol et résonner, et je ne vois plus rien, je ne vois plus rien. Et tu vois qu'il est en panique, il se met à 4 pattes à tâtons, et il essaye de se repérer. Je ne vois plus rien, je ne vois plus rien. Que m'avez-vous fait? Je lui mets un grand coup de canne, encore une fois, sur le dessus du crâne qu'il me présente gentiment. Le pourfendeur de crâne. Takeshi, le pourfendeur. Voilà, et il est inconscient. Ok. J'en profite pour récupérer au moins une des 2 armes qu'il avait. Margaret, vous étiez à l'arrière sans trop vous manifester. Que faisiez-vous? Je prends l'autre. Moi, j'avoue, je surveille le couloir derrière pour vérifier qu'on ne soit pas suivi, que j'entende pas les portes s'ouvrir. Enfin, toujours pas. Non. J'étais plus dans cette optique-là. Toujours pas. Suspendu au-dessus du vide par les pieds, vous voyez donc Harvey Knot dans un piètre état.
Il a l'air complètement inconscient. En dessous, un puits béant sans fond. Il y a juste une sorte de liquide sombre noirâtre. Voilà. Il est tête en bas. Il est tête en bas et il goûte du sang. D'accord, je lui file des petits coups de parapluie. Elle est vivant. Ok. Tout va bien, monsieur Knott? Quoi? Mais je suis donc déjà mort pour entendre cette voix horrible. Pané. Il Je suis bien content de vous revoir. Il redresse sa tête comme ça. Sauvez-moi, par pitié. Sauvez-moi, ils vont me sacrifier à cette chose. Sauvez-moi, par pitié. Je sais pas. L'idée m'a pas l'air saugrenue, monsieur. Un sacrifice, pourquoi pas? Je ferai de vous des hommes riches. Sauvez-moi. Si vous ne vous sauvez pas, vous serez condamné. Vous aussi. Condamné par quoi? Par qui? Par eux, ils m'ont bien eu. Ils se sont moqués de moi. J'ai cru servir mon maître, et en fait, je servais leur dessein. Ils m'ont eu. J'ai rassemblé tous les artefacts pour eux, pour qu'ils me trahissent à la fin. Sauvez-moi, je vous en supplie. Il se met à fondre en larmes, et les larmes se mélangent au sang, et il est pathétique. Il est Vous pouvez pathétique. me dire à quel point ça fait du mal de se faire trahir par quelqu'un en qui on avait confiance? Dites-moi un peu plus sur votre sentiment. Vous êtes sans cœur, vous êtes sans pitié. Monsieur Panet, vous n'êtes qu'une horrible personne. Et vous êtes sans dessus dessous, monsieur. Sauvez-moi, je vous en supplie. Je regarde Takeshi non pas pour lui dire de le détacher, mais pour lui demander ce qu'il en pense. Il s'agite comme ça, il s'agite tant bien que mal, mais à mesure qu'il s'agite, tu vois que la corde qui le tient s'effiloche un peu plus également. Attention à la chute. C'est sans fond le puits, hein, c'est ce que tu nous as dit. Disons qu'il y a un liquide noirâtre en bas, assez profond, une vingtaine de mètres en dessous. Lorsque vous apercevez tout ça, référez au tempérament de vos personnages quand même, à cette situation, allez puiser dans le caractère de vos persos pour trouver un comportement adéquat et en adéquation surtout avec votre philosophie, votre éthique et tout ça, hein. Évidemment. Pas tous en même temps. Hein. Monsieur Panet, on va pas le laisser suspendu comme ça, quand même. On peut regarder, vous voyez son état de santé, on peut toujours le questionner, posé au sol. Bien sûr que non, on va pas le laisser mourir. Laissez-moi juste encore profiter quelques instants, pendant que vous trouvez la manière d'aller le chercher. Il est hors de question que je salisse mon costume pour lui. Alors, j'ai deux questions. Première question, donc si j'ai bien compris, il est attaché par une corde. Ok. Deuxième question, à quelle distance du bord est-ce qu'il se trouve? C'est-à-dire que est-ce que je peux, en tendant le bras, le toucher? Oui, comme tu as pu le toucher avec la canne, tu peux, en tendant le bras, tu peux le toucher, ouais. Alors, mais il n'y a pas un mécanisme? Il y a un anneau au sommet, donc dans la zone sommitale au zénith de la coupole. Il y a un anneau sur laquelle est accrochée cette corde, et au bout de cette corde, donc il y a à peu près une dizaine de mètres sous plafond, et au bout de cette corde, il y a les chevilles de Harvey Knott. Des chevilles qui sont lacérées par la corde. Son corps est meurtri, hein, il est couvert de plaies, de coupures plus profondes les unes que les autres, il s'est vidé de son sang. À ce moment-là... Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser, excusez-moi. Peut-être parce que votre attention a été captée par la présence de Knott, et puis aussi par le cultiste qui était là, juste là. Mais maintenant que vous regardez un petit peu l'espace, vous remarquez que dans le coin, ici, dans l'obscurité, il y a un pupitre. Et sur ce pupitre, il y a un ouvrage qui est enchaîné, duquel s'élèvent des vapeurs verdâtres. Cet ouvrage est ouvert et il fait face au puits. Il est sur une petite plateforme, ce pupitre. Margaret, vous voulez pas aller voir le bouquin? Je pense que les bouquins, ça vous parle? Avec grand plaisir. Ok. Faites-moi, s'il vous plaît, Margaret, un test de santé mentale. Et Avec moins de plaisir, en fait. Et également un test de pouvoir, juste derrière. La santé mentale et le pouvoir.
Jet de santé mentale. Là, un peu de chance, là. Ça C'est peut ce que marcher. j'allais dire. Du coup, je peux utiliser de la chance. Non, vous êtes bon. Ah oui, ça Vous avez passe. fait 84, ça Ah non, passe. 84, Ouais, ah ça bah oui. passe. Ah, je vois Ah, mal. Vous avez Je toujours vais beaucoup de santé mentale. Tant que vous en avez, vous en avez. Mesure que nous avançons. et du coup, pardonnez-moi, cher gardien, j'ai oublié Un le test deuxième de lancer que je devais faire. pouvoir. Un test de pouvoir. Là, par contre, c'est un échec. Là, je vais l'utiliser, effectivement. Tu vas manger de la chance un petit peu, non? Exactement. Ok, qu'est-ce qui se passe? Tu te rapproches du pupitre, tu te tournes pour voir le titre de l'ouvrage. Ce que tu vois, c'est ceci. Ah oui. Il est ouvert. Des pages, des lettres s'échappent des volutes de fumée, des volutes de fumée verdâtre. Et une odeur nauséabonde comme d'œuf pourri s'en échappe également. Et t'as voulu toucher le livre, t'as voulu tourner cette première page, et finalement, en consommant cette chance, tu t'es retenu. Et tu vois effectivement l'ouvrage de Vermis Mysteris. Ça évoque quelque chose pour toi, mais c'est vraiment pas précis. En revanche, tu ne peux pas t'empêcher de le dire à voix haute. Dites-le. De Vermis Mysteris. Et tous, messieurs, vous entendez résonner dans la pièce le nom du célèbre ouvrage qui a été Utilisé. Enfin, Volé. volé chez Utilisé. Armitage. Ben oui. Qui était dans le coffre. Exactement. Il est là. Le de Vermis Mysteris est là, sur un pupitre, face à Arveknot, qui certainement l'a dérobé. Il est enchaîné au pupitre, et vous vous sentez tous pas vraiment bien dans cette salle. Maintenant que vous savez. Vous ne saviez pas d'où ça venait, mais vous commencez à comprendre que ça vient peut-être de là. Margaret, vous faites un pas en arrière, puis deux. Puis vous prenez de la distance. Et à mesure que vous prenez de la distance avec le livre, vous vous sentez mieux à nouveau, moins oppressé. Quant à vous, messieurs, cette pièce vous met dans un inconfort assez important, au point presque d'en oublier la présence de Harvey qui grommelle et qui est retombé inconscient. Que faites-vous? Mes camarades n'y voient pas d'inconvénient. Je vais tenter de décrocher Harvey. Je vais essayer de le pousser avec ma canne afin de créer un mouvement de balancier. Ouais. Et au moment opportun, quand il sera presque au maximum de son amplitude, je vais essayer de trancher la corde avec Bien. mon épée. Donc vous me faites dans un premier temps un test de dextérité, et vous ferez juste après un test de maniement d'épée, mais dans les deux cas, vous le ferez avec un test de malus, puisque vous n'êtes pas très à l'aise à cet endroit, du fait de la présence certainement du de Vermis. Mais t'as Oui, réussi ou pas? Non. Ah, oui. Non, le test de dextérité a raté. Donc, combat rapproché corps à corps avec un des malus. Vas-y. Ok. Ça a raté. Le corps de Harvey se met à balancer. Il te passe au-dessus, tu donnes un coup comme ça de sabre qui tranche net la corde, sauf que tu tranches la corde à un moment où Harvey était à nouveau dans l'effet de balancier au-dessus du puits, et tu vois impuissant chuter Harvey dans le puits et disparaître dans un grand plouf. Félicitations Takeshi. Hector jubile. Je n'aurais pas mieux Bah, C'est fait. exactement ce que je voulais faire. Je n'aurais pas mieux fait. Donc Arveknot emporte avec lui ses secrets. Ah ouais, c'est un peu dommage. Enfin, vous avez quand même... Il a eu le temps quand même de vous dire pas mal de choses.